Il paraît que la pierre possède un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir que tous les éléments lui envient, mais qu'elle seule peut savourer pleinement. C'est le pouvoir de la mémoire, et pas n'importe laquelle. La mémoire des hommes. Nous, les pierres, emmagasinant vos vibrations, à vous les humains, nous les portons en nous comme un fardeau, parfois comme un cadeau, avec fidélité et humilité. Nous sommes là pour ça, et même moi, qui fus édifié en béton, je porte en mon âme le souvenir ému de 4 générations. Que c'est bon de sentir encore les rayons du soleil frapper ma façade. J'ai subi les outrages du temps, bravé des tempêtes, connu la grande histoire et des moments heureux. J'ai traversé la vie des femmes et des hommes de l'archipel, animé d'un sentiment invariable depuis le jour de ma naissance. Servir. Depuis presque un siècle, je me dresse fièrement sur la côte est de l'île, à l'entrée de la rade, à un peu plus d'1 kilomètre du centre de la ville de Saint-Pierre. J'ai rempli ma mission avec plus ou moins de succès au fil des 36 000 journées qui se sont succédées depuis ma naissance. Et même si la beauté de ma jeunesse s'est évanouie dans les brumes du passé, je suis toujours là, vigoureux et déterminé. Si je suis encore debout, malgré le poids du temps et l'abandon des hommes, c'est que j'ai eu la chance d'être conçu par un ingénieur visionnaire et talentueux qui en son temps révolutionna l'architecture industrielle. Je suis né par la volonté du gouvernement à la fin de la Grande Guerre pour ravitailler les armées alliées et la métropole en poissons. Je devais être le premier chaînon logistique d'un rêve fou à l'époque, celui de la première chaîne du froid transatlantique. Mais je ne suis pas le seul à porter dans mes gènes l'ADN de la grande pêche industrielle, point de bascule entre 2 époques, 2 mondes, où le travail des petits graviers de l'île aux marins allait progressivement être remplacé par celui des ouvriers du poisson congelé. J'ai un demi-frère de l'autre côté de l'océan, à l'Orient. Construit lui aussi à la fin de la Première Guerre mondiale, mon demi-frère, la glacière du port de Kéroman, dans le Finistère, devait servir de point d'arrivée du poisson congelé en provenance de Saint-Pierre. De là, il aurait ensuite été acheminé dans toute la France par chemin de fer frigorifique. Le plan était parfait, mais la fin de la guerre empêcha son accomplissement. La métropole était alors occupée à panser les plaies immenses laissées par 4 années d'un conflit meurtrier, et le projet de chaîne du froid transatlantique fut oublié. Finalement, mon demi-frère et moi-même ne travaillâmes jamais ensemble. Le port de Kéroman est aujourd'hui l'un des ports de pêche les plus actifs de France. Sa criée voit chaque jour transiter lieux noirs, merlus, sardines et autres sabres. Mais les 70 tonnes de glace nécessaires quotidiennement pour maintenir le poisson ne sont plus produites par la glacière, dont la destruction définitive est prévue pour 2020. Christophe Le Hunen, Saint-Pierrais, architecte des monuments de France, est venu voir avant qu'elle ne disparaisse cette glacière qui bientôt libérera une place précieuse pour la modernisation du site. Ainsi va la vie des bâtiments industriels. La glacière et moi-même appartenons à l'histoire de la grande pêche. Et pourtant, bien que construits à la même époque, nos conceptions sont radicalement différentes. Une architecture industrielle classique pour l'un et particulièrement novatrice pour l'autre. Ces 2 bâtiments n'ont fait que se regarder. Ce serait dommage qu'ils cessent de se regarder, à mon point de vue. Ici, à la glacière, on a donc une structure traditionnelle, comme il y a derrière nous, c'est-à-dire poteau, poutre, dalle. Vous pouvez constater qu'on a une retombée de poutre de l'ordre de 50 cm. L'inconvénient de la poutre, c'est qu'elle a une retombée sous la dalle, donc effectivement, ça limite de manière ponctuelle, au niveau des liaisons sur les poteaux, la hauteur disponible à l'intérieur. De retour à Saint-Pierre, Christophe me rend une petite visite pour observer les travaux d'entretien et de renforcement que l'on me prodigue régulièrement comme des soins. Cet expert en patrimoine bâti connaît bien les singularités de mon architecture.
En ce qui concerne le frigorifique, là on se trouve dans un plancher sans poutre qui s'appelle plancher champignon. Ça c'est la première particularité, donc toute la structure est montée de cette manière, depuis le bas jusqu'au dernier étage. Le plancher champignon, c'est en fait un poteau avec un chapiteau et l'armature est positionnée de telle manière à éviter la nécessité de poser des poutres. Ce sont des espèces de grosses consoles qui remontent sous la dalle et qui permettent la répartition des aciers d'une manière différente et donc de libérer de la hauteur. Le bureau de contrôle avait donc estimé la surcharge admissible pour la partie la plus haute du bâtiment à 1 tonne au mètre carré et pour la partie la plus basse où se situait la salle de filetage et la salle d'empaquetage à 800 kg au mètre carré, ce qui sont des surcharges admissibles considérables, même encore à l'heure actuelle. Et seconde particularité intéressante, c'est l'espace qui a été maintenu entre les nez de dalle et les façades. Ça permet en fait d'éviter un pont thermique. Un pont thermique, c'est en fait une liaison de matériaux qui laisse passer le froid ou le chaud, enfin qui sert de transmission thermique. Le fait d'avoir désolidarisé les nez de dalle des façades permet de passer un isolant entre les deux, les façades étant, elles, maintenues à l'ossature par 2 goujons métalliques. Le témoignage de ce bâtiment, ce sont quand même les prémices du béton armé avec une structure assez exceptionnelle. Une structure exceptionnelle, en effet. Sur ma partie droite, je m'élève sur 5 étages avec une surface au sol de plus de 1000 m². Ma partie gauche, elle, se constitue de 3 niveaux avec une trame carrée parfaite et une surface au sol de 550 m². Tous mes étages sont construits selon le fameux système des dalles champignons. Ces dalles champignons, ou mushroom slabs, apparaissent durant la première décennie du XXe siècle, notamment aux États-Unis. Une nouvelle prouesse de la toute jeune technologie du béton armé. Mon génial concepteur, l'ingénieur américain Claude Allen Porter Turner, dit Cap Turner, déposa ses brevets des dalles champignons en 1911. C'est justement la société de Cap Turner qui est choisie pour assurer ma construction. Celle-ci débute en juillet 1919 sur un terrain situé à 1 km de la ville de Saint-Pierre, sur la côte est, au bord de la route de Guédon, l'actuelle route du Cap. 140 000 $ de l'époque, c'est presque 2 millions d'euros d'aujourd'hui, seront nécessaires pour asseoir définitivement mon immense carcasse au bord de la rade de Saint-Pierre. Rien n'arrêtera les travaux, pas même l'incendie qui se déclara en février, repoussant ma livraison à l'été. Je suis officiellement inauguré le 29 août 1920. J'étais né. J'allais enfin pouvoir servir les Saint-Pierrais. C'est aujourd'hui, aux archives territoriales, que sont conservés les vestiges de ma mémoire. Des dizaines de documents et de photographies retracent mon histoire, précieusement archivée par Lauriane Decheverry et son équipe. Caméra de chef de Vichy, le premier, c'est ça? Oui. Avec les photos qui... Ouais, les photos de l'inspec. Merci. Ici se trouve une partie de mes origines, quelques plans et ordres de mission de l'époque, à la recherche du meilleur emplacement pour ma construction. Nous avons ici un dossier avec des archives concernant le frigorifique, notamment des plans. Alors on voit malheureusement que certaines de ces archives sont abîmées, elles ont été mouillées ou elles ont brûlé également. On voit des morceaux de papier brûlés. C'est tout simplement parce qu'on a eu un incendie en 1992 dans le bâtiment des archives et les documents ont été certains mouillés, certains brûlés. Il a fallu ensuite les congeler quand ils ont été sortis du bâtiment pour ne pas que les moisissures, etc. s'installent, pour stopper donc la dégradation. Et l'ironie de l'histoire veut que les documents ont été sauvés grâce aux installations de pêche.
parce qu'une fois que les documents étaient décongelés, il a fallu les sécher, et ça a été séché dans les tunnels de séchage de poissons à Miquelon. Donc grâce à ça, on a aujourd'hui des documents qui ont pu être conservés. Alors là, par exemple, on a 2 petits plans qui datent de l'époque de la construction, de 1920. Là, on va voir donc les alentours du frigorifique avec les quais devant, et puis notamment ici le parc à charbon. On voit la route qui passe derrière, la route du Guédon. Ici, on peut voir une coupe transversale des quais qui ont été construits devant le bâtiment, puisque finalement, ce n'est pas seulement un bâtiment, ce sont aussi des installations avec des quais pour accueillir les bateaux. Donc, au moment de la construction, il y a aussi des quais qui ont été construits devant le bâtiment. Et ici, nous avons un grand plan qui date de 1933, où là, on peut voir qu'il y a eu des travaux de réfection qui ont été faits justement sur ces quais. On voit les 3 quais qui s'avancent, comme on peut voir sur des photos anciennes, hein, ces 3 morceaux de quais. Et donc ici, les quais avaient été réparés avec donc des gros plots qui avaient été rénovés avec de la tôle, blindés, donc pour avoir des quais plus solides. Là, on remarque sur le plan qu'à l'époque, le bâtiment appartient au ministère de la Marine marchande. Le frigorifique, il a avant tout été construit, comme son nom l'indique, pour être un entrepôt frigorifique. Il a marqué aussi l'arrêt du salage et du séchage. Bien sûr, c'est l'arrivée aussi dans la modernité. Quand l'État va décider de construire le frigorifique, il pose un geste fort sur le choix des méthodes de traitement du poisson, sur la congélation qui est du coup considérée comme supérieure au salage et au séchage. Donc c'est vrai que ça va commencer à porter un coup aux installations qu'on avait ici dans le port de Saint-Pierre. On avait aussi à cette époque déjà des séchoirs artificiels. Le séchage ne se faisait plus forcément sur les graves, mais effectivement là on voit que cette grande pêche traditionnelle en goélette sur les grands bancs, avec le salage, le séchage, c'est arrivé en bout de course à cette époque-là. La crise du début du XXe siècle, elle est arrivée par là, et cette industrie elle est déjà en fin de vie lorsque l'État décide de construire le frigorifique. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu différentes tentatives d'exploiter le bâtiment, mais on se rend compte que globalement, il n'était pas vraiment utilisé à son plein potentiel. Il a notamment été utilisé pour simplement faire du stockage congelé pour la bouette, pour les appâts, pour la pêche à la morue. Il semblerait que pendant l'époque de la Prohibition, années 20, début des années 30, il y ait pu y avoir du stockage d'alcool aussi dans le bâtiment. Il n'a jamais vraiment été exploité à son plein potentiel jusqu'à ce que le projet de la SPEC arrive et le transforme en véritable usine de traitement et de congélation. Créée en 1951, la société de pêche et de congélation a laissé une trace profonde dans la mémoire des habitants de l'archipel. Dans chaque famille, quelqu'un y a travaillé. C'était l'époque du plein emploi, et l'avenir semblait enfin sourire à une nouvelle génération qui ne connaîtrait plus jamais les conditions de vie difficiles de leurs aînés. La SPEC correspond, oui, presque à une période qu'on pourrait qualifier comme les 30 Glorieuses, mais les 20 Glorieuses de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça a été vécu comme une période très prospère pour la population. Selon les années, en fait, on pense qu'il y a pu y avoir jusqu'à 300 personnes qui ont pu travailler à la SPEC, en comptant les ouvriers, les ouvrières, tous ceux qui faisaient la maintenance, des installations, les cadres et les pêcheurs qui étaient donc sur les chalutiers armés par la SPEC. Donc ça représentait vraiment une partie importante de la population active de Saint-Pierre. Ça a été un des plus gros employeurs en fait, de Saint-Pierre entre les années 50 et le début des années 70. Beaucoup de gens
ont travaillé là-bas, ne serait-ce que pour quelques mois, ou y ont fait une longue carrière. Christophe Le Hunen, lui aussi, a connu la SPEC. Il y a travaillé l'été, durant les grandes vacances, pour se faire de l'argent de poche, comme de nombreux Saint-Pierrais de sa génération. On travaillait avec le personnel féminin au niveau de la salle d'empaquetage, puisque le poisson qui arrivait sur le quai est transité d'abord par le niveau inférieur du premier bâtiment qui était la salle de filetage. Ensuite, ça montait au niveau de la salle d'empaquetage par des convoyeurs. Et là, le poisson était traité, donc soit nettoyé, ce qu'on faisait nous les jeunes, ou emballé par le personnel féminin qui pesait, qui faisait des boîtes précisément calibrées. Et ensuite, ça s'était mis dans des plateaux qui partaient pour la surgélation ou la congélation. C'est vraiment le travail moderne, le travail à la chaîne. C'est la première fois que ça existe à Saint-Pierre, des installations comme ça aussi modernes. Les femmes qui sont au pesage, en emballage, avec leur uniforme. Voilà, donc vraiment, c'est l'arrivée dans la modernité, aussi bien au niveau de la technique de congélation que aussi de l'organisation du travail. Voilà, vérification des filets ici sur les lampes. Les hommes qui sont au filetage, les hommes faisaient la découpe du poisson. Ce n'était pas le travail des femmes. Il y avait aussi une partie des employés qui étaient avant tout des frigoristes, qui s'occupaient de la machinerie pour tout le fonctionnement du bâtiment, de la fabrication du froid, etc. Donc il n'y avait pas que des ouvriers qui faisaient le traitement du poisson, il y avait aussi toute une équipe derrière pour les installations. Je me souviens bien de Norbert Acala, qui a souvent poussé la porte du frigo, comme on disait à l'époque. De 1959 jusqu'à l'arrêt de l'usine, Norbert a travaillé dans mes murs. C'était surprenant quand on voyait, quand je suis arrivé à l'usine puis voir tout ce matériel-là, je suis rentré là pour remplacer l'électricien qui partait au Canada. L'électricien et puis la mécanique, même dans la partie électrique, il y a beaucoup de mécanique à faire aussi. Moi, j'étais arrivé quelquefois que je savais à force de travailler, la roue qui entraînait, à force de tourner, ça abusait un peu, des fois ça sautait sur la chaîne, quoi. Les boogies, à force, certains, mais non, quand ils renversent, il y avait 2 barres et puis ça travaillait comme ça, mais des fois ça cassait, alors il fallait ressouder ça. Alors je faisais le travail qu'il fallait faire. Que c'était plus intéressant pour moi de travailler à la SPEC, parce que on faisait plus d'heures, et puis en plus j'avais une responsabilité différente. On avait un 15e mois à la fin de l'année pour tout le travail qu'on avait fait en plus. 8740 tonnes de poissons sont traitées rien que pour l'année 1959. La petite et la grande pêche cohabitent ici en parfaite intelligence. La SPEC est un succès qui exporte sa production au Canada, aux USA et jusqu'en Europe. On avait une usine qui effectivement avait plusieurs sources d'approvisionnement. Il y avait à la fois des chalutiers qui étaient armés par l'entreprise pour fournir des grosses quantités de poissons, et l'usine achetait également le poisson aux petits pêcheurs. Donc il y avait vraiment ces 2 sources d'approvisionnement. Alors les périodes non plus n'étaient pas les mêmes, puisque les grosses unités pouvaient pêcher en hiver, alors que les petits pêcheurs pêchaient à la belle saison. Donc il y avait vraiment les 2 modes de fonctionnement. Et aussi la congélation a sans doute permis de s'orienter aussi vers d'autres espèces, puisque traditionnellement la pêche à Saint-Pierre ça a toujours été la morue, parce que c'est un poisson qui supporte bien le salage et le séchage. Mais avec la congélation, on va être capable de transformer, de conserver d'autres espèces qui avant supportaient mal le salage et le séchage. Donc on va pouvoir exploiter aussi d'autres espèces que la morue. Des espèces différentes, Laurent Quédinet en a pêché de nombreuses pour le compte de la SPEC. Tout jeune capitaine de 23 ans, il a écumé les bancs de Terre-Neuve avec son équipage, comme les 5 chalutiers armés par la SPEC, véritable flottille de la société. Je me laissais pousser la barbe pour paraître un peu plus vieux. J'ai fait 10 ans en tant que capitaine, quoi, sur le Savoyard pendant 8 ans, et puis 2 ans sur le Jean Maria. Alors, les chalutiers, il y a eu le colombier. Moi, je n'ai pas été arborin, mais c'était le même partout. C'était tous les mêmes. Le colombier, il y avait le galanterie,
Il y avait le Savoyard, Jean-Maria, et puis le Rodrigue. Principalement l'anon qui a été pêché les premières années, il chargeait d'anon. Et l'anon, il chargeait pas loin de Miquelon, là, tout près. Il y en avait en quantité. Puis après, petit à petit, ça a disparu. L'hiver, c'était la morue. Et puis après, quand la morue disparaissait, on allait pêcher le poisson plat, le balai. On allait à ce qu'on appelait la Cour de l'Est, c'était dans l'Est de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, là-bas. On pêchait là-bas, c'était loin, et puis on pêchait parmi les icebergs, parce que le poisson se trouvait en dessous. C'est-à-dire qu'on pêchait le poisson, on le travaillait, on avait de la glace à boire, on avait des packs de glace. Alors donc il y avait un calier qui glaçait le poisson au fur et à mesure. Et puis quand on était chargé, on rentrait, livrer le poisson à la spec. Quelquefois, il y a des gars de l'usine qui venaient, qui voulaient essayer, on les embarquait. On avait le magasin tout à fait dans le haut du frigo, là. Eh bien, c'était pour réparer les chaluts et puis un petit peu tout quand on était à terre, quoi. C'était des belles années. Alors, il y avait énormément de poissons. Et puis on avait le droit de pêcher partout, quoi. C'est ça la différence, quoi. Bientôt, l'histoire de la SPEC ne serait plus qu'un souvenir. Son matériel, dont elle était si fière à sa création, devint obsolète face aux concurrents canadiens et l'usine ferma définitivement ses portes en 1974. La société Interpêche, qui remplaça la SPEC, s'installa dans de nouveaux locaux plus proches du centre-ville. Une page se tournait dans l'histoire de l'archipel et me plongeait pour longtemps dans un profond silence. Je n'ai cependant pas été totalement abandonné. J'ai toujours continué à accueillir des pêcheurs qui m'utilisèrent pour stocker du matériel. Je suis passé de main en main, conseil général, collectivité, État. Au fil du temps, de nombreuses réflexions ont été menées pour me trouver une utilité, un avenir, mais sans succès jusqu'à présent. Aujourd'hui, je rends encore service. J'accueille des entreprises et des associations qui se servent de ma surface pour stocker du matériel, comme l'association Éclectique, qui organise chaque année le très fameux Dune Fest de Langlade. La problématique, c'est plus l'endroit où ça se fait. Donc, c'est une plage. Donc, on arrive, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, il n'y a rien du tout. Donc, il faut tout ramener sur place et puis tout installer pour que tout se déroule bien, quoi. Après, voilà, ça prend de la place aussi pour stocker. Donc, au départ, c'était un peu dans la cave à celui-ci, dans la cave à celui-là. On s'est vite aperçu que les caves n'étaient pas assez grandes pour mettre tout le matériel. Donc, on s'est mis à rechercher un local. On a un peu trouvé le local et du coup, y a un pêcheur local qui nous a proposé de stocker en partie dans son local à lui, quoi. Ça nous a bien dépanné quand même. Et donc là, du coup, on vient de récupérer l'autre partie parce que le pêcheur a rendu le local, en fait. Donc on a fait la demande pour pouvoir récupérer l'autre partie qui est à côté. Donc, un peu toutes les associations en ce moment ont le même problème. Tout le monde recherche des locaux. Ça court pas les rues, les locaux comme ça pour assez grands pour stocker du matériel. Sinon, c'est la location et c'est beaucoup trop cher pour les petites associations qui n'ont pas trop de moyens. Donc du coup, c'est vrai que là, ce local-là nous dépend bien parce que c'est assez grand en superficie et puis le loyer reste correct. Autre locataire, l'association de sauvegarde du patrimoine de l'archipel, qui a trouvé chez moi un refuge, situé juste en face de l'île aux Marins, sanctuaire qu'elle s'emploie à restaurer, à préserver et à promouvoir. Nous récupérons beaucoup d'objets que la population nous a transmis. Par conséquent, on essaye de raconter une histoire.
Alors nous sommes au Frigo, nous sommes à la SPEC, nous sommes dans un local qui appartient donc à France Domaine, que nous louons, afin de préserver notre matériel, que ce soit celui que l'on utilise pour aller sur l'îlot marin ou encore le matériel de rénovation et bien entendu une partie du stock récupéré ou offert. C'est une vraie caverne d'Ali Baba, il y a des objets qui continuent de rentrer. À quelque part, même si il est difficile de faire quelque chose avec ce bâtiment, semble-t-il, nous sommes, comme d'autres locataires, bien présents dans le bâtiment, oui. Ce bâtiment-là, comme d'autres, la cale de halage, l'îlot marin, etc., sont tout un ensemble d'éléments qui permettraient et qui permettront d'expliquer l'histoire de la pêche industrielle sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une question d'identité, c'est une question de racines, et c'est expliquer aux générations futures qu'il y aura toujours quelque chose à faire sur cet archipel et que on a un passé, puis on a un avenir. L'avenir, assurément l'archipel en a un. Mais moi, quel sera le mien alors que je m'apprête à fêter mon 100e anniversaire? J'ai traversé le XXe siècle fidèle à ma mission, servir les Saint-Pierrais. Me permettront-ils de trouver ma place dans ce nouveau millénaire? Serai-je à mon tour classé au patrimoine des monuments historiques? Trouverai-je une place dans les projets de transformation du port? Ou bien devrais-je libérer l'espace comme mon demi-frère à Lorient? La décision appartient bien sûr aux Saint-Pierrais, car, après tout, nous les bâtiments industriels, ne sommes-nous pas indubitablement liés au destin des hommes?